Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va aborder la deuxième éclipse de la deuxième saison des éclipses, donc de cet été. Alors, éclipse qui est donc finalement la quatrième de cette année 2026, également la dernière de l'année. Après il faudra attendre février 2027 où là ça va être reparti pour un tour. En ce qui nous concerne ici, nous sommes sur une pleine lune, donc le 28 août prochain, et alors évidemment c'est pas une simple lunaison, encore une, parce qu'elle coïncide cette fois-ci avec une éclipse lunaire partielle et qu'elle met directement en jeu les nœuds lunaires. Donc ici on a une couleur très karmique si vous voulez. C'est une configuration qui peut évoquer une espèce de seuil entre plusieurs cycles d'évolution, tant sur le plan individuel que collectif. Pour rappel, une pleine lune, c'est une opposition, comme on dit nous, solilunaire. Donc vous avez d'un côté le soleil, de l'autre côté la lune. Et là, actuellement, donc pendant cette éclipse, on est dans la saison de la Vierge, donc le soleil est en Vierge et la lune en Poisson. On a un axe qui nous parle de discernement, de foi, de raison, d'intuition, de ce qui peut être contrôlé, c'est la Vierge qui parle, et de ce qui demande au contraire d'être accueilli, c'est le Poisson. Et quand on a une pleine lune comme ça dans cette polarité, ça vient souvent mettre en lumière la tension en deux mots, pas l'attention mais la tension, donc quelque chose de tendu, entre le besoin de comprendre et presque la nécessité de faire confiance à ce qui échappe encore à notre compréhension. Mais comme je vous le disais, c'est une éclipse qui présente une particularité complémentaire. L'axe des nœuds n'est plus dans l'axe Poisson-Vierge. Les nœuds ont déjà commencé leur transition vers l'axe Lion-Verseau. Alors, du coup, on a des luminaires qui éclairent encore, les luminaires, c'est le soleil et la lune, qui éclairent encore les thématiques Poisson-Vierge, quand même, un tout petit peu. Et en même temps, l'arrière-plan évolutif, l'arrière-plan karmique, si vous préférez, il s'oriente déjà aussi vers d'autres enjeux. La place de l'individu dans le collectif, l'expression de la singularité au sein de ce collectif, sans se perdre dans celui-ci, la créativité personnelle, alors créativité c'est au sens large, mais aussi le fait de contribuer à quelque chose, un projet plus vaste que notre petit ego personnel. Donc c'est quand même tout un programme qui nous déferle dessus. Va falloir voir comment ça va se dépatouiller cette histoire. Alors on a une coexistence de deux axes qui crée une impression de passage entre deux mondes. D'un côté on a l'éclipse qui nous demande de terminer un travail intérieur, qu'il soit collectif ou individuel, peu importe, lié aux apprentissages Poisson-Vierge, en tout cas inhérents à cet axe, purification, discernement, réconciliation entre le mental et l'intuition, l'abandon de certains schémas de contrôle, et de l'autre, cette éclipse, elle ouvre déjà, je vous disais, la porte au questionnement de type Lion-Verseau qui vont dominer progressivement les années à venir. Parce qu'on va aussi retrouver d'autres éclipses dans cet axe. Ici, ça va être comment rester fidèle à votre unicité tout en participant à une, entre guillemets, aventure collective. Alors aventure, il n'y a rien de léger, rien de drôle quand je dis ça. Aventure, c'est que ça regroupe des gens au sein d'une dynamique commune. Ça va être aussi comment être soi-même, comment rayonner, dirait le lion, sans tomber dans une forme d'égocentrisme. Ça, je pense que ça va être le plus difficile, surtout sur le plan collectif. Comment contribuer au groupe sans vous y dissoudre? Ça aussi, ça va pas être si simple que ça, mais peut-être moins complexe que le côté égo. Ça, ce sont des thèmes, si vous vous souvenez, que j'ai déjà abordés plusieurs fois ces derniers mois. Alors là, vous l'aurez constaté, je commence l'analyse
par l'axe des nœuds volontairement, puisqu'on voit bien que du côté de la Lune, on a le nœud nord, et du côté du Soleil, dans cette éclipse, on a le nœud sud. Donc les placements sont importants, et cette dimension transitoire, si vous voulez, elle est renforcée par la position de ces nœuds au 29e degré, notre fameux degré anaritique. Voilà, et comme vous le savez, le degré anaritique, il est souvent associé à un point culminant de maturation. C'est une période où il y a certaines expériences qui doivent être intégrées. Donc là, ici, les expériences, on va dire comme ça, de type poisson vierge, avant le passage à une nouvelle étape, ici, Lion Verseau. Et quand il concerne d'autant plus les nœuds lunaires, ce degré anaritique, c'est comme si ça nous indiquait que les enjeux karmiques liés, alors ici, à l'affirmation de soi, à la conscience collective et à l'équilibre entre l'individualité et l'appartenance au groupe, atteignent un seuil particulièrement sensible. Donc cette éclipse, pour moi, elle apparaît vraiment comme un pont entre un travail de clôture, on termine quelque chose, et une dynamique d'évolution, on ouvre autre chose, qui est déjà en train de s'installer. Cette lune en poisson qui est reliée au nœud nord, comme je vous le disais, montre justement aussi ce pont intéressant. Pour moi, c'est comme un appel vers une dimension plus intuitive, plus sensible et plus spirituelle de l'existence. En face, on a le Soleil en Vierge, comme on l'a vu, et on a Mercure. Alors Mercure qui n'est pas rétrograde, ouf, pour une fois, qui vient en fait éclairer les mécanismes de notre pensée, nos habitudes mentales, nos systèmes d'analyse et le besoin que l'on a d'organiser notre réalité quotidienne. Et dans une éclipse lunaire, comme c'est le cas ici, la lumière solaire, elle est momentanément occultée. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Ça favorise la remontée de contenus inconscients. Alors, les contenus inconscients, ça se présente comment, concrètement ? Alors, les contenus inconscients, c'est des vieux schémas. C'est des croyances qui sont devenues limitantes, des automatismes psychologiques. Tout ça, ça peut apparaître avec davantage de clarté. Alors, non pas pour nous embêter, encore une fois, mais pour qu'ils puissent être reconnus, puis dépassés. Ça, c'est important. Souvenez-vous que l'axe Vierge-Poisson, dont on a beaucoup parlé avec les nœuds, maintenant il s'agit de cette éclipse, c'est un axe qui est souvent réduit à une opposition entre rationalité, la Vierge, et spiritualité, avec les Poissons. Alors qu'en réalité, il évoque plutôt une recherche d'équilibre entre deux formes complémentaires, je dirais, d'intelligence. On a la Vierge qui cherche à comprendre les mécanismes du monde. N'oubliez pas que c'est Mercure qui dirige ce signe. Elle distingue les détails, elle veut améliorer ce qui peut l'être. Et les Poissons, quant à eux, dirigés par Neptune, ils nous rappellent que toute réalité comporte de toute façon une part d'inconnu, une part de mystère, je vais le dire comme ça, qui ne peut être entièrement disséquée par l'intellect mercurien de toute façon. Et cette éclipse, elle vient poser une question fondamentale qui pourrait être jusqu'où le besoin de tout comprendre vous empêche-t-il de faire confiance au mouvement, à ce qui se passe autour de vous. Voyez ? Et à l'inverse, jusqu'où le lâcher-prise du coup neptunien devient une fuite lorsqu'il n'est pas soutenu par une structure concrète. Grande question. Et là, on a la présence de Mercure, comme je vous l'ai dit, auprès du Soleil, qui vient accentuer cette dimension mentale. Mercure est en Vierge, donc il est en domicile, comme on dit, il dirige ce signe. Donc les prises de conscience importantes devraient émerger à travers des échanges, des informations, des compréhensions soudaines de certaines situations. Maintenant, l'intellect pourrait être aussi capable ou tenté de répondre à tout par l'analyse, voire la suranalyse.
Alors moi je pense que le challenge de cette lunaison, ça va être précisément de reconnaître que, encore une fois, certaines vérités ne se laissent pas saisir uniquement par la pensée, mais vont demander aussi à être ressenties. Ce qui n'est pas toujours chose aisée pour l'intellect, qui préfère rester en haut, dans les hautes sphères de réflexion, plutôt que d'aller chercher plus en bas ou plus en profondeur, justement ce ressenti, ces sensations. L'intellect n'aime pas les sensations. Le point le plus tendu, moi je dirais, durant cette éclipse, ou bien le plus dynamique, tout dépend comment vous vivez ça, eh bien, il réside dans le T carré, qui est formé avec Uranus en Gémeaux, qui devient l'apex, donc la pointe de la figure. Figure dans laquelle on retrouve comme base, justement, notre pleine lune. Et les nœuds, par extension. Alors ici, Uranus en apex, l'apex c'est à la fois, comme je dis, c'est là où ça bloque, et en même temps c'est la porte de sortie. Uranus ici, il agit comme un déclencheur d'évolution. À chaque fois qu'on retrouve Uranus au sommet d'un T carré, ça vient introduire une nécessité impérative de rupture, de réveil ou de libération. En fait, les tensions qui sont accumulées entre la logique vierge et la sensibilité poisson, en fait, ils cherchent une issue. Et cette issue, elle passe par Uranus. C'est une ouverture vers une nouvelle manière de penser. Comme on le sait, le signe des Gémeaux, il gouverne les idées, les récits, les modes de communication, les représentations mentales. Uranus, ici, il agit comme un éclaireur du futur, en quelque sorte. Donc on revient sur la question des prises de conscience fulgurantes, des changements de perspective radicaux, des découvertes inattendues, ou aussi l'effondrement de certitudes que l'on pensait indiscutables. Alors pourquoi je dis ça? Parce que dans notre T carré, on a aussi Mercure, qui est à côté du Soleil, en Vierge. Pour moi, sur le plan individuel, c'est une configuration qui fait penser à un processus d'individuation, de réindividuation, où chacun en fait est invité à s'extraire des schémas, des scénarios hérités de son passé, clairement. Alors, sur le plan karmique, ça correspond aussi à la dissolution d'anciens systèmes de croyances et à l'ouverture vers une conscience plus vaste. Donc ici, encore une fois, c'est qu'est-ce qui se passerait concrètement si vous arrêtiez de vous définir par les histoires que vous vous racontez sur vous-même. Pourquoi je pose cette question comme ça? Parce que avec Uranus en Gémeaux et en Apex, elle vient venir chercher à fracturer les schémas figés, de manière à ce que de nouvelles possibilités pour vous puissent apparaître. Quand on va chercher le maître de cette pleine lune, qui est Neptune, puisque Neptune dirige les poissons, alors on retrouve ce Neptune en bélier et rétrograde. Alors c'est un placement qui est particulièrement révélateur parce que Neptune quitte progressivement donc cette zone des poissons, les grands imaginaires collectifs, pour exprimer une expression, quand même on l'a déjà vu, beaucoup plus pionnière, beaucoup plus individuelle. Alors là, on assiste symboliquement à la naissance aussi d'une nouvelle relation au sacré. En fait, là où Neptune en Poisson, si on se souvient bien, dissolvait les frontières dans cette espèce de grand océan collectif où on s'est tous quand même plus ou moins perdus, Neptune en Bélier, lui, ce qu'il veut, c'est découvrir ce qu'est une identité spirituelle authentique et non pas noyée dans le tout. Et la rétrogradation qu'il présente, ce Neptune, va renforcer la dimension introspective. En fait, il ne va pas s'agir, pour le moment, d'affirmer une vision nouvelle au monde extérieur, mais de revisiter intérieurement ce qui donne du sens à votre existence. Vous voyez la nuance? Donc, les illusions,
vos idéalisations, vos aspirations spirituelles vont probablement faire l'objet d'un examen profond. On va réexaminer les choses et il va falloir aller en profondeur. On a toujours par chance Neptune qui se trouve dans le triangle mineur avec Uranus et Pluton. Voilà, si je regarde bien. On a Saturne qui n'est pas très loin de Neptune. Je vais l'aborder juste après, Saturne rétrograde. Donc, on a toujours notre triangle mineur, je dirais une figure discrète, mais puissante quand même, parce qu'elle relie nos 3 planètes transpersonnelles et montre que les bouleversements visibles de cette période, ça je l'ai déjà évoqué précédemment, s'inscrivent dans une transformation beaucoup plus vaste de la conscience collective. Et c'est pour ça que ça prend du temps. On a Uranus qui apporte l'innovation, Neptune la vision et Pluton la métamorphose. Donc ensemble, ils nous décrivent un arrière-plan évolutif qui dépasse largement nos préoccupations individuelles. On a Pluton en Verseau, comme on l'a déjà vu, qui apparaît comme une force de fond, voire une force de frappe, particulièrement constructive dans ce ciel. Et comme on le voit aussi, c'est assez remarquable et rare pour le notifier, notre Pluton-là ne reçoit que des aspects harmonieux. Ouf, ça nous change. Donc ça suggère que les transformations profondes qu'il représente disposent quand même d'une certaine façon d'une voie, alors voie VOIE, relativement fluide pour s'exprimer. Comme on l'a vu, le Verseau est associé au système collectif, au réseau, à l'avenir et surtout aux mutations sociétales, quelles qu'elles soient et quelle que soit la forme qu'elles prendront. Et là, Pluton, si vous voulez, il poursuit son travail de déconstruction des modèles obsolètes, de gré ou de force. Là, c'est vraiment ça, de gré ou de force. Pourquoi ? Pour permettre l'émergence de nouvelles formes d'organisation et de conscience. Là aussi, nouvelle forme, quelle qu'elle soit. Là aussi, c'est pas que pour du bien, tout comme ce n'est pas que pour du mal. Alors, j'ai été aussi regarder ce qu'il en est du côté de Mars. Mars qui est dans le signe du Cancer. Alors, c'est vrai que Mars ici, il est pas trop à son aise parce qu'il est en chute, comme on dit. C'est un Mars qui n'est pas belliqueux dans ce signe d'eau, mais qui a tendance un peu à s'en mêler les pinceaux. Voilà. En même temps, il joue un rôle essentiel. Pourquoi ? Parce qu'il agit comme une force émotionnelle qui refuse l'indifférence, je dirais. On a un trigone, avec la conjonction Lune-Nœud Nord, qui constitue quand même l'un des aspects les plus porteurs de cette lunaison. En fait, ce trigone va donner du courage pour suivre ce que l'on ressent profondément. Il va soutenir les mouvements du cœur, l'intelligence émotionnelle, on est en signe d'eau avec ce Mars, et la protection aussi. On n'oublie pas que le Cancer est dirigé par la Lune, la protection de ce qui pour vous est jugé comme essentiel. Maintenant, c'est vrai que c'est un Mars qui peut devenir un peu plus conflictuel par les carrés qu'il reçoit de Saturne, c'est ça, vous le regarde en même temps, de Saturne rétrograde et de Neptune rétrograde. Alors là, effectivement, on a des aspects qui décrivent une tension entre un besoin de sécurité émotionnelle et la nécessité de s'affirmer dans une nouvelle direction. On a ce Saturne en Bélier qui demande de construire. On a une notion de construction ici, d'une identité plus mature. Et on a Neptune qui inspire une vision, mais on l'a vu encore en gestation. C'est pas encore défini cette histoire. Et Mars en Cancer, lui, il va parfois préférer revenir vers tout ce qui est familier, tout ce qu'on connaît, tout ce qui nous rassure, plutôt que d'affronter l'incertitude du Bélier. Et les carrés en question montrent que cette stratégie, je dirais pas bras de fer, on ne dirait pas jusque-là, ne suffit plus. Pourquoi ? Parce que le duo Saturne-Neptune en Bélier, on l'a vu, constitue l'une des signatures majeures de notre époque. Là, on a la rencontre entre le principe de réalité
et le principe du rêve. On a Saturne qui cherche à structurer et on a Neptune qui cherche à transcender. Donc ensemble, ils nous interrogent, enfin ils vont surtout interroger notre capacité à donner une forme concrète à nos idéaux. Et leur rétrogradation respective montre que cette construction, là aussi, va passer d'abord par une révision intérieure. Alors justement, si je continue avec Saturne, ce Saturne va aussi recevoir une opposition, on voit une belle, bonne, grosse opposition avec Vénus, qui est en Balance. Alors Vénus en Balance, elle est en domicile, donc elle est bien placée, mais cette opposition introduit une dimension relationnelle à ce ciel. Comme on le sait, Vénus Balance, c'est l'harmonie, la réciprocité, l'équilibre. Et là, on a Saturne qui va nous obliger à regarder nos liens tels qu'ils sont réellement, et non pas tels qu'on se les imagine, tels qu'on les fantasme. Alors, il y a certaines relations qui vont être consolidées, ou qui peuvent l'être en tout cas, par davantage de maturité, davantage d'engagement. Il y en a d'autres qui vont révéler des déséquilibres qui vont être impossibles à ignorer et impossibles à porter, ou en tout cas à continuer à porter. Donc sur le plan psychologique, on a vraiment la question du rapport entre le besoin d'être aimé et la capacité à rester fidèle aussi à soi-même. On a aussi Jupiter, alors le petit Jupiter qui est un petit peu isolé là dans son lion, qui nous fait un trigone avec Saturne. Bon, il est pas mal, hein, lui, il est tranquille. On le prend comme une ressource relativement précieuse dans ce paysage complexe. Je vous disais, il est harmonieusement relié à Saturne. Donc, techniquement, il apporte confiance, générosité, une vision constructive. Le trigone là, pour moi, il suggère que il est possible d'allier notre enthousiasme et notre principe de réalité, notre inspiration et notre discipline. Donc ça c'est bien, c'est une énergie qui, pour moi, favorise la croissance durable, évidemment, plutôt que l'expansion excessive. Donc on va dans le pérenne plutôt que vers le one shot, je me répète. On remarquera également, alors ça je l'ai pas tracé sur la carte, parce que moi, comme vous savez, j'aime pas trop les cartes où il y a beaucoup d'aspects où ça fait fouillis, parce qu'après on s'y retrouve plus. Quand on regarde bien, l'autre point extrêmement parlant et révélateur, c'est le placement de Chiron. Alors Chiron qui est à 0 degré du Taureau, et qui forme de très très beaux aspects avec les nœuds. Donc, techniquement également avec la pleine lune. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors ici, pour moi, le fait que on ait un dialogue harmonieux entre Chiron et les nœuds, alors déjà le trigone au nœud sud, en Lion, et du coup le soleil qui n'est pas très loin, en Vierge, ça va nous permettre de revisiter notre héritage karmique, mais sans être aspiré par lui. Donc, vos anciennes identités, les rôles de sauveur, les rôles de héros, les rôles de figure centrale, les rôles de créateur en quête de reconnaissance, tout ça c'est des choses que vous allez peut-être regarder avec une nouvelle lucidité. Alors pourquoi je vous le dis comme ça? Parce que avec un trigone, ça ne rompt pas le passé, ça l'intègre. Donc les qualités solaires du lion vont rester disponibles, si vous voulez, mais elles vont cesser, ou elles vont devoir cesser, d'être votre socle unique quant à votre valeur personnelle. Chiron, pour moi ici, il agit comme un passeur, c'est-à-dire qu'il va extraire la sagesse de l'expérience, mais sans entretenir la souffrance qui lui était associée antérieurement. Vous connaissez Chiron, c'est un peu son rôle. Et de l'autre côté, donc notre Chiron est en sextile au nœud nord. On est d'accord? Je revérifie en même temps que je vous parle, avec la lune à côté du nœud nord. Donc ça, c'est quand même bien
je trouve, parce que ça nous ouvre une voie d'évolution qui est féconde. Là, Chiron, il nous montre que ce passage des Poissons au Verseau ne pourra se faire qu'à condition de restaurer d'abord votre sécurité intérieure. Il ne s'agira pas de renoncer à soi pour servir un idéal collectif, mais d'apporter au collectif une identité, donc la vôtre, réconciliée avec elle-même. Et cette guérison va devenir une contribution. Ce que vous avez traversé va devoir cesser d'être un handicap ou un blocage pour devenir presque une compétence d'âme. Vous voyez, si on reste sur le plan axe nodal et Chiron. Et comme on l'a déjà vu dans le podcast sur Chiron en Taureau, le fait ici que Chiron se trouve au tout premier degré du Taureau, en même temps que les nœuds se trouvent sur le degré anarétique de l'axe Verseau-Lion, montre que on est sur un seuil, sur une naissance, on est sur un territoire encore vierge. Là, on n'est plus dans la réparation d'une vieille blessure. Là, on assiste à la naissance d'une nouvelle manière, quelque part, d'habiter cette blessure, mais sans en faire les frais. Et là, ici, cette expérience chironienne, elle va cesser progressivement d'être vécue comme une faille à combler pour devenir un lieu de transmission. Et c'est souvent dans ces périodes-là qu'on découvre que ce qui semblait constituer, notre faiblesse la plus personnelle, qui va devenir précisément la qualité que d'autres personnes vont venir chercher chez nous. Donc finalement, ça va devenir utile en quelque sorte. Et là, comme en plus on est dans une éclipse, alors je vous raconte pas, on a des nœuds lunaires qui sont extrêmement activés, donc on est dans une période extrêmement initiatique. Alors les événements justement qui pourraient émerger autour de cette période d'éclipse, pour moi ne relèvent pas uniquement de changements de circonstances. Pour moi, c'est des événements qui révéleraient une cohérence entre votre chemin de vie et vos blessures, vos vieilles blessures. Alors, il peut y avoir des pertes qui apparaîtront comme des restitutions karmiques plutôt que comme des échecs. Il y aura certaines rencontres qui auront la saveur de retrouvailles d'âme. Il y a certaines décisions, peut-être que vous avez longtemps différé par peur de manquer ou de perdre une forme de sécurité, qui deviendront soudain évidentes. Pourquoi ? Parce qu'une sécurité plus fondamentale aura commencé à s'installer. En fait, ici, Chiron, dans la configuration de cette éclipse, montre bien qu'on ne guérit pas en effaçant la cicatrice, mais en cessant de s'identifier à elle. Et c'est là où l'axe Lion-Verseau, avec les nœuds, demandera précisément ce déplacement. C'est quitter cette histoire personnelle de la blessure pour reconnaître que celle-ci se retrouve dans un système beaucoup plus vaste. Et encore une fois, dans cette éclipse, Chiron ne ferme pas la porte, il ouvre un passage. Ça, je me répète, mais je trouve que c'est important quand on regarde ce ciel. Et c'est vrai que c'est presque, j'ai envie de dire, peut-être les placements les plus prometteurs de cette éclipse. Parce qu'elle nous montre vraiment qu'à un moment donné, il va falloir arrêter de lutter contre notre propre histoire en réalité. Alors maintenant, c'est vrai aussi que quand on regarde la carte, on a une dominante des signes mutables et des signes cardinaux. Alors mutables, Gémeaux, Vierge, Sagittaire, Poisson, j'en ai pas oublié cette fois, Cardinaux, Bélier, Cancer, Balance, Capricorne. Et ça, c'est très révélateur. Pourquoi ? Parce que, si vous vous souvenez bien, les signes mutables, qui étaient déficitaires lors de la précédente éclipse du 12, souvenez-vous, ici vont favoriser l'adaptation, la transition et le passage d'un état à un autre. Les signes cardinaux, quant à eux, ils initient des nouveaux cycles. Alors, ensemble, mutables et cardinaux,
ils indiquent un climat de mouvement, de reconfiguration. Et les signes fixes, plus rares dans cette carte-là, à contrario de celle du 12 août, montrent que la stabilité, c'est pas la priorité du moment. Là, on a un accent qui est mis sur l'évolution plutôt que sur la conservation. Alors toujours sur le plan karmique, parce qu'ici on aime bien ça, le fait que la majorité des planètes, des placements, se situent entre les poissons et la Vierge, quand on regarde bien, ça renforce justement l'impression d'une immense phase du bilan karmique. Là, symboliquement, le zodiaque touche à son point d'achèvement dans cet axe. Les poissons représentent la dissolution des formes anciennes avant une renaissance en bélier. La Vierge, elle, c'est le tri, elle fait le tri. Elle discerne, elle purifie. Et ça, c'est nécessaire avant le prochain cycle. Donc encore une fois, et par ce biais-là aussi, c'est une éclipse qui semble agir comme un sas entre deux états de conscience. Donc pour moi, le message central, si vous voulez, de cette pleine lune, de cette éclipse, ça pourrait être le fait d'accepter, de quitter vos anciennes certitudes et sans encore connaître précisément la forme de votre futur. Les schémas qui sont hérités du passé demandent à être reconnus puis relâchés, on l'a vu. Les histoires identitaires vont devenir beaucoup plus poreuses, beaucoup plus impalpables. L'intuition va chercher à reprendre sa place aux côtés de l'intellect. Les structures, quelles qu'elles soient, individuelles ou collectives, vont devoir évoluer, mais sans être détruites inutilement. Et derrière tous ces remous visibles, il y a une transformation de la conscience qui poursuit son œuvre. Ici, on est donc sur une éclipse qui parle de passage davantage que de fin. Elle nous montre qu'il faut comprendre que certaines portes ne s'ouvriront qu'après avoir accepté de refermer celles que vous gardiez encore entr'ouvertes. Voilà, je vais résumer et conclure comme ça pour l'analyse générale. Et pour terminer, on va faire un tour des signes. Alors, moi, je vais vous donner une ou deux phrases, je dirais, de conseils pour chaque signe. Alors, ça n'a pas trop changé, hein, vous verrez, par rapport à l'éclipse du 12. On est vraiment dans la continuité de ce début août. Hein. Donc, voilà, je vais juste vous resituer 2-3 points, comme ça, vous aurez tout. Alors, pour le signe du Bélier, alors Bélier ascendant ou Bélier solaire, n'essayez pas de tout résoudre dans l'urgence. C'est pas forcément la meilleure option, parce qu'il y a certaines situations qui vont vous demander davantage d'observation que d'action. Pour les taureaux, alors taureau ascendant ou taureau solaire, alors vous, les changements qui peuvent toucher vos projets, qui peuvent modifier votre entourage, votre quotidien, peuvent quand même vous déstabiliser en premier lieu, mais ça va vous permettre aussi de voir quelles sont les possibilités nouvelles qui s'offrent à vous. Et le conseil que j'aurais envie de vous donner, c'est surtout garder une certaine souplesse dans vos choix, dans vos actions, dans vos réactions et dans vos décisions. Pour les Gémeaux, alors ici, pour moi, c'est un changement de point de vue. C'est important, les changements de point de vue, en tout cas le fait d'adapter votre point de vue qui pourra modifier votre façon d'envisager votre avenir. N'oubliez pas que vous hébergez Uranus, qui est le fameux apex du carré en T de cette éclipse. Par exemple, ne vous accrochez pas ou plus à une idée, à un projet, à quelque chose,
simplement parce qu'il ou elle vous a beaucoup servi dans le passé ou longtemps servi dans le passé. Il va falloir faire une petite mise à jour par rapport à ça. Alors pour les cancers, l'émotion, c'est un bon indicateur, certes, mais c'est pas toujours un bon guide. Surtout en ce moment. Donc prenez vraiment le temps de distinguer, de faire la part des choses entre ce qui relève d'un besoin profond chez vous, de ce qui n'est peut-être qu'une réaction à chaud. Pour nos amis les lions, alors lion ascendant ou lion solaire, là il va falloir accepter de tourner une page, vraiment, plutôt que de vouloir prolonger une situation, un état qui aura fait son temps. Pourquoi ? Parce que vous allez gagner en liberté d'action. Du côté des vierges, alors les vierges, sachez que vous n'aurez pas toutes vos réponses immédiatement. Le fait de chercher à tout comprendre, à vouloir tout comprendre, tout de suite maintenant, ça risque de vous faire passer à côté de ce que vous voulez réellement, ou de ce que vous ressentez réellement, et qui vous fera agir un peu plus tard. Du côté des balances, alors les balances, ce sont vos relations qui vont demander davantage de franchise que de compromis. Il vaut mieux un échange sincère qu'un équilibre de façade, n'est-ce pas ? Pour les scorpions, alors pour vous, les changements les plus efficaces devraient passer par vos habitudes du quotidien, liées à votre quotidien. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut tout bouleverser, tout chambouler. Là, on a quelques ajustements bien choisis qui peuvent suffire, visiblement. Pour les sagittaires, alors, il peut y avoir une opportunité qui pourrait apparaître, mais là où vous ne l'attendiez pas. Donc, restez ouvert aux propositions, à des choses qui se passent autour de vous, ou qui viennent à vous, mais qui sortent de vos projets, je dirais, initiaux, de vos projets de base. Parce que c'est pas forcément dans la même assiette que le plat qui mijote en ce moment va être déposé. Du côté des Capricornes, alors les Capricornes, je pense qu'il va y avoir certaines de vos certitudes. Vous savez, quand vous pouvez vous dire moi je fais ça comme ça et pas autrement, il y a certaines de ces certitudes qui méritent d'être réévaluées. Alors ça ne veut pas dire renoncer à vos repères, vous en bon signe de terre dirigé par Saturne, vous en avez besoin, mais plutôt les adapter, ces repères, à une réalité qui évolue. Cette réalité, ça peut être la vôtre, individuelle, tout comme une réalité collective. Pour les Verseaux, alors il peut y avoir une discussion, un échange, une information ou une rencontre aussi qui pourrait vous amener à revoir une certaine position dans une situation. Donc surtout, moi mon conseil c'est écoutez ce qu'on a à vous dire, écoutez ce qui viendra vers vous avant de conclure quoi que ce soit. Et les poissons, alors c'est vrai que vous avez une intuition qui est précieuse, qui est souvent très juste, mais à condition désormais de la confronter aux faits, au réel. Donc surtout, ne prenez pas de décision hâtive, ne tirez pas de conclusions hâtives, et attention à ne pas trop idéaliser les gens, les situations, enfin tout ce qui peut vous entourer là en ce moment.